Merci aussi également pour votre brillante intervention, enthousiaste, claire, pointue, riche. Vous avez soulevé des réflexions très pertinentes. Merci. Qui devrait être une source d'inspiration pour nous tous. En plus, je suis très heureux que vous êtes disposé à répondre à quelques questions. Vu le temps, je vous propose de limiter cette question à une ronde de, disons, 5 ou 6 brèves questions pour vous à répondre. Donc, pour vous, mesdames, messieurs, qui aimerait prendre la parole? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5, oui. Donc, démarrez là-bas. Excellence, Monsieur le Président, merci beaucoup pour la brillante présentation. J'ai juste une question d'actualité à vous poser. Le Mali partage avec un certain nombre de pays africains, dont le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le franc CFA. Et malgré la création de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, cette monnaie continue d'être arrimée à l'euro avec une parité fixe avec le franc français. Avec la crise financière internationale, surtout dans la zone euro, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une nouvelle dévaluation de cette monnaie? C'est la première question. Le deuxième volet de cette question, c'est que font les chefs d'État concernés pour amortir des chocs collatéraux de la crise financière internationale? Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Merci. Pardon. Je suis Hakimi Youssoufou. Je suis du Bénin. Je suis étudiant ici. Merci. Merci. Très bien. Donc, si vous voulez, je réponds coup à coup ou bien je prends toutes les questions? Toutes les questions ensemble. Okay. Okay. Oui. Je suis Ngoboka François. Son Excellence, Monsieur le Président, l'émergence des nouveaux partenaires de développement de l'Afrique, dont la Chine en tête, n'oppose aucune condition préalable au respect des droits humains et des principes de démocratie. Ne constitue-t-elle pas un frein à l'allure démocratique en Afrique? OK. Mon nom est Elisabeth, je viens du Canada et je suis étudiante ici. Le Mali est l'un des seuls pays dans le monde à avoir adopté une politique de développement agricole qui vise à garantir la souveraineté alimentaire, telle que l'indique la loi d'orientation agricole de 2006. Il y a 10 jours, à Nialani, près de Selingue, a été lancée l'Alliance internationale contre l'accaparement de terres. Dans leur déclaration, il est dit que le gouvernement, dans sa politique de promouvoir les investissements privés dans l'agriculture, s'apprête à céder près de 800 000 hectares de terres productives à des investisseurs privés. Selon vous, Votre Excellence, Monsieur le Président, comment cet accord va impacter sur la sécurité et souveraineté alimentaire du Mali? Merci. Merci bien, madame. Merci. Monsieur? Monsieur le Président, nous avons tous admiré votre discours sur la démocratie en Mali, dont vous êtes un bon parti et on vous félicite. Vous avez aussi évoqué la question des droits des hommes. Vous avez même donné au recteur cette charter des droits des hommes des anciennes républiques, ancien empire de Mali. Vous êtes ici à La Haye. Quelques appellent La Haye la 4e cité des Nations Unies, spécialement concernée pour les questions des droits des hommes. Et à La Haye, il se trouve aussi beaucoup de tribunaux pour les droits des hommes. Je vous demandez, comme dirigeant africain et aussi pour le peuple africain, quelle est l'efficacité de ces tribunaux ici à La Haye
pour le développement de politiques de droits des hommes chez vous. Est-ce que vous jugez ces tribunaux efficaces, suffisants, ou est-ce qu'il peut encore améliorer pour lutter pour une meilleure situation des droits des hommes? Michael Grimm, professeur ici à l'ISS. Excellence, Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre discours, surtout pour avoir partagé l'histoire du Mali, qui est en partie aussi votre histoire avec nous. C'était très intéressant, très éclairant. J'ai une question concernant l'intégration régionale. Vous en avez parlé un petit peu quand vous avez parlé de lutte contre le terrorisme. L'intégration régionale est généralement un processus assez difficile, comme on peut aussi constater en ce moment en Europe. Donc ma question, c'est dans quelle mesure pensez-vous que l'intégration régionale est un facteur important dans la pérennisation du processus de la démocratisation en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup. Merci. Lydie Boca, directrice de stratégico-analyse de risque en Afrique. Excellence, Monsieur le Président, vous avez dit que votre retour aux affaires en 2002 a été motivé par le fait qu'il y avait des problèmes que vous aviez constatés. Est-ce que vous estimez que ces problèmes sont maintenant résolus? Et que ferez-vous si dans 5 ans, vous constatez qu'ils sont de retour? Je parle de politique interne. Et est-ce que vous pensez que la politique de consensus a contribué à les aplanir? Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie des questions que vous avez voulues. J'avoue aussi que je ne vous ai pas laissé le temps. Je suis un bavard habituel et j'ai profité. Vous savez que j'étais un enseignant? Ah oui? Je devais sortir pour aller enseigner l'histoire et la géographie. Donc ma première option, c'était l'éducation. Alors voilà, un jour, je me suis dit, bon, c'est bien l'éducation, mais je voudrais être soldat. Et dans les soldats, je vais aller dans les commandos para. Et voilà que je fausse la route à mes amis qui étaient à l'école normale, et je vais à l'école militaire. Mais mal m'a pris, c'est qu'à la fin, lorsque je suis revenu dans les troupes, je me suis retrouvé instructeur paracommando. Donc je continue à enseigner encore à l'école. Mais j'avoue que lorsqu'on me demande, en tant que président, quel est le plus gros plaisir que j'ai? C'est chaque fois que je suis retourné à l'école militaire pour aller livrer une conférence et enseigner. Ça fait bon et ça fait plaisir. Peut-être lorsque je n'aurai rien à faire, je penserai déjà à ma reconversion. Pourquoi pas revenir l'année prochaine pour une autre conférence? Mesdames et messieurs, pour ce qui concerne le franc CFA, j'avoue que aujourd'hui, effectivement, il y a une confrontation et une discussion autour de la question. Mais personne ne vous dira la vérité. Parce qu'une dévaluation, l'arrimage ou dérimage n'est pas de l'ordre du jour. En tout cas, c'est ce que nous disent nos banquiers. Ils nous avaient dit la même chose à la veille de la dévaluation du franc CFA. La veille encore, la nuit, lorsqu'on les demandait, le franc CFA, ah non, il n'y aura rien. Et le lendemain, il y a eu la dévaluation. Donc, j'avoue que je ne sais pas comment ça va se passer. Cependant, il faut remarquer que malgré la crise première et la crise actuelle, nous, nos économies se portent relativement bien. Grâce à l'aide budgétaire que nous accordent les Pays-Bas, nous sommes les seuls pays bénéficiaires, privilège. Depuis près de 4 à 5 ans, nous avons une croissance de 5 et plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, nous avons été ramenés pour ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Donc, il y a eu le programme d'ajustement structurel que nous avons maudit de tous nos cœurs. Mais voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certains pays également qui doivent aller vers l'ajustement structurel, qui nous a été imposé pourtant. Parce que tout simplement, à un moment, près de 80% des recettes que nous avons été consacrées au salaire. Il n'y avait rien pour le développement. Et d'autre part, on vivait sur, pour le remboursement de la dette, on ne pouvait pas rembourser. Parce que ce qu'on gagnait ne suffisait même pas à payer nos salaires, ou juste à payer les salaires. Donc, il y a eu ce programme d'ajustement structurel fameux qui nous a aguerris, qui a nettoyé nos économies et qui fait aujourd'hui que nous sommes des économies surveillées. Lorsque je prends la monnaie, au niveau du CFA, il y a la BCAO. Au niveau de la BCAO, il y a une commission bancaire. La commission bancaire est la gardienne du temple. Elle surveille jour par jour, heure par heure, l'évolution de la monnaie. Donc, ce qui veut dire que dès que vous dérapez, ils vous ramènent à l'ordre. C'est peut-être ce qui a manqué quelque part. Donc, aujourd'hui, est-ce que vraiment, la crise ancienne ou la crise d'aujourd'hui, nous la vivons? Nous avons peur de la crise d'aujourd'hui.
Parce que lorsque ceux qui nous aident ont des crises, il y a de quoi être inquiet. Mais cependant, qu'est-ce qui est possible par rapport à la crise dernière? D'abord, la première des choses, c'est que l'aide publique au développement, dans certains pays, ont baissé. Dans d'autres, pas du tout. Lorsqu'un pays comme les Pays-Bas quitte 0,8 pour venir avec 0,7, or c'était 0,07 qui était prévu, il y a d'autres qui sont nettement au-delà de 3 ou 4. Donc c'est une province sur laquelle il faut saluer la générosité des Pays-Bas. Et d'autre part également, c'est les prix des matières premières. À partir du moment où ils sont en crise, ils achètent moins. Et nous, c'est les matières premières que nous vendons. Et c'est une partie extrêmement importante de nos recettes extérieures. Donc là également, il y a baisse et diminution. Le troisième point, c'est la diaspora béninoise ou malienne, qui n'est pas à l'université mais qui travaille, qui produit de l'argent et des richesses et qui renvoie dans nos pays. Si vous voyez le cas du Mali, si nous regroupons tout ce que les Maliens de l'extérieur envoient vers le Mali, c'est plus important que l'aide publique au développement réunie que nous recevons. Donc, ce puits a tari, parce qu'il y en a qui ont perdu leur emploi à cause de la crise. Il y a certains qui sont moins payés. La vie est devenue peut-être plus chère ailleurs. Donc, là également, il y a eu une baisse extrêmement importante. Donc, c'est par ces voies que nous vivons. Sans ça dire que la crise, nous la ressentons comme telle, ce n'est pas le cas. Mais avec la crise actuelle, qui soulève beaucoup d'inquiétudes, nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le franc CFA va rester arrimé ou non? Mais déjà, les chefs d'État ont réfléchi à la question. Nous n'allons pas rester éternellement dans le franc CFA. Parce qu'il y a deux grandes zones CFA. Il y a l'Afrique de l'Ouest, 8 au Limois, et il y a l'Afrique CEMAC, l'Afrique centrale. Maintenant, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons deux zones monétaires. Nous avons la zone CFA et nous avons les autres, tels que les pays anglo. La Naira avec le Nigeria, nous avons la Sierra Leone, nous avons le dollar libérien, nous avons le franc guinéen. Donc vous voyez, ceux-ci n'ont pas les mêmes monnaies que nous, aussi bien que la Gambie. Donc, nous avons décidé de faire en sorte qu'on puisse travailler sur les critères de convergence pour nous permettre de faire intégrer tout le monde dans une monnaie commune. C'est une étude ambitieuse, c'est une étude qui est en cours. Ce n'est pas demain la veille, mais déjà, nous avons commencé depuis 2, 3, 4 ans à réfléchir pour avoir une autonomie financière plus importante et de faire en sorte que nous abandonnons notre CFA, peut-être, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, et que les autres abandonnent pour qu'au niveau de la CEDEAO, nous puissions avoir une monnaie commune. Mais après ce que nous voyons maintenant, en Europe, il va falloir qu'on parte prudemment. Pour ce qui concerne la Chine, madame, j'avoue qu'on ne se pose pas trop de questions. La Chine est un bon partenaire. Ils ne nous parlent pas des droits de l'homme et nous ne leur en parlons pas. Ils viennent pour les affaires et ils participent bien au développement. Ils payent bien. Et nous, par exemple, la Chine n'a pas une mine, n'a pas un puits de pétrole. La Chine n'exporte aucun produit aucune matière de base à partir du Mali. Mais nous avons quand même avec la Chine une complicité de 50 ans, d'une forte amitié. Nous avons été parmi les premiers à soutenir la Chine. Nous avons été en non-alignés ensemble. Et nous avons été parmi les pays qui ont soutenu l'entrée de la Chine aux Nations Unies. Mais les Chinois, et surtout la Chine, est reconnaissante. Nous, aujourd'hui, la Chine nous donne presque tout ce qu'on lui demande. Mais nous ne nous mêlons pas de sa politique interne, et elle ne se mêle pas également de nôtre. Donc c'est vrai, il y a la morale, il y a le reste. Mais il y a également le développement et il y a les intérêts aussi. Mais cela ne n'empêche pas que la morale reste la plus forte. Maintenant, pour ce qui concerne, comme vous l'avez dit, la sécurité alimentaire, madame, je vais vous rassurer, le Mali n'est en voie de céder rien du tout. Ma réponse pourrait s'arrêter là. Parce que nous ne savons pas quelle est cette vague de dire ils vont céder des terres, ils vont céder à qui et pourquoi. Ce qui est là, c'est plutôt autre chose. La loi d'orientation agricole, sur laquelle je remercie les Pays-Bas de nous avoir beaucoup aidés, soutenus. Dans cette loi d'orientation agricole,
Nous avons voulu aller d'une agriculture de famille, familiale et villageoise, à une agriculture agro-industrielle. Donc, il ne faut plus de terre, il ne faut plus d'investissement, il ne faut plus de moyens, il ne faut plus de mécanisation, il ne faut plus d'engrais, il ne faut plus d'investissement. Nous n'avons pas les moyens de le faire. Donc, nous avons décidé de préparer des terres et de les prêter à certains privés, à condition que les récoltes et tout le reste restent au pays. Et c'est là que nous avons mis les bails emphytéotiques qui permettent, sur 50 ans, 60, 90 ans, de prêter la terre à quelqu'un qui travaille. Mais là encore, au moment où je vous parle, il n'y a pas plus de 300 hectares qui sont dans cette optique. Donc le Mali ne cède rien. Nous prêtons une terre. Nous n'avons jamais vendu de la terre à qui que ce soit. Nous ne le vendrons pas. Nous n'avons pas cédé la terre à qui que ce soit. Il faut que tu rentres dans notre politique agricole et que tu produises et que tu investis chez nous. Parce que, imagine-vous, la zone que vous parlez, je ne prends que l'Office du Niger, c'est 1 million d'hectares. De la colonisation française qui a fait l'Office du Niger, à nous, nous ne sommes pas arrivés encore à aménager 10%. 50 ans d'indépendance, 32 ans Office du Niger, de 1932 à maintenant, nous ne sommes pas arrivés à aménager plus de 10% du million d'hectares qui se trouvent dans l'Office du Niger. Au Mali, nous n'avons pas de pression foncière. Mais madame, je voudrais vous réconforter que la souveraineté alimentaire est un objectif. C'est une ambition. Et c'est cardinal pour nous. Mais je voudrais également vous dire que le Mali n'est en passe de céder rien du tout. Il y a certains secteurs qui sont dédiés à l'agriculture de famille. D'autres secteurs sont dédiés à un investissement moyen et d'autres secteurs sont dédiés à des grands investissements, mais dans les mêmes conditions. Hein? Voilà. Donc, il y a encore l'efficacité des tribunaux. J'avoue, je voudrais être franc. Les Africains pensent que certains tribunaux sont faits pour eux. C'est malheureux. Ah oui, oui. J'étais à l'Union africaine. Mais certains disent, mais au fond, les tribunaux qui sont là, nous avons voté, nous sommes dedans. Mais nous avons l'impression qu'il n'y a que nous qui partons. Et les autres. Mais cependant, je parle avec beaucoup de respect à ces grandes institutions, à ces hauts lieux des droits de l'homme. Le Mali participe. Le Mali a consenti. Le Mali fait partie des pays qui ont accepté les CPI. Et le Mali également fait partie de ces pays. Et nous avons même le privilège d'avoir une Malienne qui fait partie du cercle privilégié de quelques juges qui gèrent de ces pays. Hein? Qui est même vice-présidente. Donc le Mali, nous n'avons aucun problème. Nous sommes entièrement d'accord. Mais je vous dis, l'opinion globale des Africains, d'une manière globale, se dit, mais au fond, ce tribunal-là, est-ce que ça n'a pas été fait que pour nous? Parce que les autres ne partent pas, il n'y a que nous qui partions. Donc, je pense que c'est une question de forme, c'est une question d'interprétation, parce qu'il faut remarquer que certaines parties de l'Europe aussi, il y a certains dirigeants et certains militaires aussi qui sont partis. Donc, peut-être qu'il faut plus de communication pour lever les équivoques. Pour ce qui concerne l'intégration que vous avez dit, l'intégration, j'avoue qu'il y a quelques années, c'était le fin mot de toutes nos grandes réunions. D'abord, au niveau régional, les intégrations. Nous en avons qui ont particulièrement bien réussi et nous avons d'autres également qui n'ont pas réussi du tout. Si je prends dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, nous avons la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons également des petites communautés d'intégration telles que le Liptako Gourma, telles que l'UMOA. Je pense que sur ces points, ça marche bien. Mais l'une des organisations sous-régionales d'intégration qui marche le mieux dans notre sous-région, c'est l'OMVS. L'organisation pour, comment on appelle là, pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Mais nous avons des pannes au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine, tout le monde est d'accord pour l'intégration. L'OIA a décolonisé et a pu, avec d'autres, vaincre l'apartheid. Nous avons organisé à Durban la conférence de l'Union africaine. Il paraît qu'un jour, un grand président africain, Jomo Kenyatta, disait « Le jour qu'on va organiser une conférence de l'Union africaine en Afrique du Sud, nous pourrons dire que vraiment, nous avons fait un grand chemin. » Eh bien, c'est fait.
Mais en vérité, au niveau de l'Union africaine, nous avons connu une faille difficile autour de la question libyenne. Pas pour l'objet, mais pour les voies. Pour les voies. Cela a entamé sérieusement notre crédit dans une certaine manière et dans une certaine limite. Parce que nous n'avons pas parlé d'une seule voie. Et d'habitude, même si nous ne sommes pas d'accord, nous trouvons toujours une voie de consensus. Tout le monde était d'accord qu'il faut la démocratie en Libye. Cela ne se conteste pas. Les gens étaient d'accord même à la limite que Kadhafi devait céder. J'ai été parmi les 5 chefs d'État qui se sont rendus auprès de Kadhafi et qui se sont rendus à Benghazi pour discuter avec les deux parties, avec une feuille de route qui a été faite par l'Union africaine. Donc je suis un témoin oculaire. Cela sera peut-être le thème de la prochaine conférence l'année prochaine, lorsque je n'aurai rien à faire. Mais aujourd'hui, il y a difficulté. Il faut reconnaître dans l'intégration, il y a des pannes, il y a des corrections à faire, mais il y a des réussites aussi sur lesquelles il faut dire. Maintenant, ma soeur a posé la question à savoir, mais est-ce que vous estimez que tout le consensus ont résolu tous les problèmes? Pas forcément. Mais le consensus ont permis de dégager une voie nouvelle. Ont permis de dire qu'on peut faire la démocratie autrement, avec ses valeurs propres, tout en maintenant le soubassement structurel et universel qui sont les bases universelles de la démocratie. Mais est-ce que je reviendrai? Je ne le souhaite pas, de tout mon cœur. Je pense que moi également, je voudrais avoir une autre vie. Mon petit-fils me demande chaque fois, Papi, est-ce que tu viendras me chercher à l'école demain? En tant que président, je n'arrive pas à lui expliquer pourquoi les autres papiers partent et que je ne parte pas. Il n'arrive pas à me comprendre. J'ai beau lui expliquer, il n'est pas content. Il dit, non, papi, tu viens me chercher ou tu ne viens pas? Il ne comprend pas pourquoi. Mais vous imaginez, dans quelques mois, lorsque je n'aurai plus rien à faire, je l'amènerai à l'école.